Bonjour, je suis Chancela Tchala, journaliste de formation. Nous nous étions arrêtés la dernière fois au niveau de la lecture de ces livres sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, un peu un aperçu de ce qui s'y passe. Pour ceux qui ne le savent pas, l'est de la République démocratique du Congo fait face aux atrocités depuis plus de 30 ans aujourd'hui, et ces atrocités sont voulues par le Rwanda et l'Ouganda qui sont rien d'autre que des voisins de la RDC. L'examen minutieux de la stratégie militaire employée par Paul Kagame et ses hommes permet aujourd'hui d'expliquer aisément cette réalité peu saisissable en 1994. Donc je poursuis la lecture du livre de Charles Onana au niveau du premier chapitre sur la stratégie d'invasion du Congo-Kinshasa ou de la RDC à l'époque de Mobutu. C'était encore le Zaïre. La volonté de Paul Kagame de s'emparer de tous les pouvoirs au Rwanda les plaçait naturellement en position idéale pour envahir le Zaïre. Il est important de souligner dès à présent que les Zaïrois d'hier ou Congolais d'aujourd'hui n'ont strictement rien à voir avec le massacre ou les génocides au Rwanda. C'est un point essentiel qu'il faut garder à l'esprit car il s'agit avant tout d'une affaire entre Tutsi et Hutu dans le Rwanda chez eux. Lorsque les réfugiés Hutus et même de Tutsi commencent à se déverser au Congo-Zaïre en avril, mai et juin 1994, fouillant la violence du nouveau régime Tutsi rwandais, rien n'indique précisément qu'il s'agit là d'une action d'invasion. Cependant, le comportement des soldats de Paul Kagame et leur action sur les terrains livrent des informations pertinentes sur les différentes phases de leurs objectifs concernant le Congo-Zaïre. La première phase de l'invasion du Congo-Zaïre se déroule donc au Rwanda même. Lorsque les soldats de Paul Kagame s'attaquent essentiellement aux populations rwandaises à partir du nord et de l'est du pays, on constate qu'ils les poussent vers les centres du pays, principalement vers la capitale Kigali. Par ces procédés, les rebelles Tutsis décident de fermer la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie à l'est où le nombre des réfugiés est déjà évalué à 470 000 selon le chercheur belge Dirk de Schrijver, pour que les populations se dirigent plutôt à l'intérieur du Rwanda et progressivement vers l'ouest à la frontière zaïroise. Voir la carte action militaire du FPR au Rwanda en 1994. Donc si vous allez peut-être sur Google ou vous cherchez la carte du Rwanda, vous comprendrez que la partie est où c'était fermé avec la Tanzanie a permis aux déplacés rwandais qui fouillaient les atrocités dans l'est du Rwanda de pouvoir se retrouver au centre du Rwanda, donc à Kigali, et ainsi prendre la direction facile du Zaïre qui était disponible ou disposé à pouvoir les recevoir, pas par la volonté de l'ancien président Mobutu, mais surtout par la pression qui lui ont été exercées de la part de la communauté internationale qui savait bien ce qu'elle faisait avec le Rwanda. Un rapport de l'association américaine Réfugiés International financé par George Soros, adressé au Haut Commissariat aux Nations Unies, décrit le harcèlement et la violence que les rebelles de Paul Kagame font subir aux réfugiés rwandais. Ces données ne diffèrent pas de celles que découvrira l'envoyé spécial du quotidien français Libération à la frontière tanzanienne avec le Rwanda. Les réticences du FPR à conduire les journalistes et les organisations humanitaires dans certaines zones qu'il tient accréditent l'idée que la guérilla a quelque chose à cacher et qu'elle a fermé les frontières pour mieux régler ses comptes. Mardi, les HCR est d'ailleurs venu confirmer les accusations par la voix de l'un de ses responsables qui rentrait d'une mission d'exploration le long de la frontière. Devant ses yeux, les réfugiés qui tentaient de franchir la rivière à Kagera ont été fusillés par les rebelles. Se basant sur les témoignages des réfugiés, le HCR, sortant la réserve affichée jusqu'ici, fait état de tirs délibérés sur les réfugiés, les villageois rassemblés dans les écoles et mis en pièces à la machette et des gens jetés vivants, pieds et poings liés dans la Kagera.
Donc ici, en quelque sorte, Sheldon essaye d'expliquer que, en dehors du fait que les milices du FPR qui étaient conduites par Kagame faisaient des atrocités sur le peuple rwandais, sur le territoire rwandais dans la partie est du Rwanda, quand les milices ont décidé de fermer la frontière du Rwanda avec la Tanzanie, ces populations n'ont pas eu d'autre choix que d'arriver sur Kigali, la capitale, et par la suite s'est dirigé du côté du Zaïre. Alors, en cherchant à se réfugier du côté du Zaïre, en présence d'un envoyé du HCR dans la région, donc au niveau de la frontière entre les Zaïre et le Rwanda à l'époque, il a vu que les milices du FPR décapitaient des déplacés ou des réfugiés qui fouillaient le Rwanda pour les Zaïre et les jetaient dans une rivière qu'on appelle Akagera, qui est au niveau du Rwanda. Donc même des civils sans défense qui s'assemblaient dans des écoles pour chercher comment quitter le Rwanda pour les Zaïre se faisaient tuer par machette et jetés dans la rivière par les milices de Paul Kagame. Tout ça, vous ne verrez ça nulle part parce que simplement, tous ceux qui s'associent à Kagame pour commémorer ce qu'ils qualifient de génocide ne veulent pas questionner la raison qui a poussé à ce qu'ils qualifient de génocide. Les jours où ils auront la conscience, parce que jusque-là, ils ont peut-être autre matière dans leur tête, les jours où ils auront la conscience de pouvoir se poser la question, mais pourquoi il y a eu génocide? Qui a déclenché ces génocides? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le génocide ait eu lieu? Ces jours-là, ils se rendront compte qu'il y a eu des massacres des civils sans défense qui cherchaient juste de refuge en quittant le Rwanda pour le Congo, et c'est ça qui a causé ou qui cause aujourd'hui tous ces malheurs au peuple de la RDC. Dans cette boucherie qui a manifestement lieu devant des témoins et que très peu de médias osent décrire, les journalistes français qui racontent ces événements ainsi que les représentants du HCR assistent à des actes d'une gravité extrême, mais dont les motivations restent pour le moins obscures. Pourquoi cette rébellion dont plusieurs médias et organisations humanitaires vantent si régulièrement la discipline et la prudence se livrent-elles donc au carnage, y compris devant les représentants du HCR? Ça, c'est la question que l'écrivain se pose. Pourquoi donne-t-elle, donc la rébellion donne-t-elle l'impression de cacher quelque chose à la frontière entre la Tanzanie et le Rwanda, et que cache-t-elle exactement? En juin 1994, le rapporteur spécial de l'ONU, René Denis Ségu, évoque un exode sans précédent de populations concernant à la fois des déplacés internes et des exilés, et souligne que la grande majorité d'entre eux étaient des Rwandais d'origine ethnique Hutu fouillant l'avancée du FPR Tutsi dans l'est du Rwanda. Cette constatation est également faite par les chercheurs belges qui écrit: lorsque le FPR commença son offensive finale, il lança dans un premier temps ses troupes dans l'est du Rwanda. Suite à cela, un grand nombre d'habitants de cette région cherchèrent refuge au-delà des frontières le plus proche, celle de l'est, donc vers la Tanzanie. Dans un mouvement des troupes du FPR dans un même mouvement, les troupes des FPR prirent les centres Kigali, puis les sud du pays, poussant une vague de réfugiés au-delà des frontières du sud à l'intérieur du Burundi. L'organisation Oxfam a estimé leur nombre à 250 000 personnes. Quand la ville de Ruhengeri, dans le nord du pays, tomba entre les mains de FPR le 12 juillet 1994, seules les préfectures de l'ouest le long de la frontière zaïroise restèrent accessibles aux militaires des forces armées rwandaises et aux populations civiles en fuite. Ça, c'est très important parce que vous allez comprendre que ils ont fermé des frontières du côté de la Tanzanie. Ils ont laissé un peu ouverte la frontière avec le Burundi. Mais du côté de la RDC, ils ont carrément laissé la frontière ouverte. Et c'est même des militaires de l'armée rwandaise qui sécurisent la frontière. En quelque sorte, ils ne sécurisaient pas la frontière. Ils veillaient à ce que les réfugiés ou ceux qui fouillaient les atrocités arrivent au niveau de la frontière et qu'ils leur facilitent la tâche pour rentrer sur les sols congolais. L'arrivée des réfugiés à Goma dans le Nord Kivu date de mi-juillet 1994.
À ces moments, le gouvernement intérimaire, accompagné par une grande partie des forces armées rwandaises, avait quitté Gisenyi et était parti en exil. Un des derniers messages du gouvernement à la population avait été appelé incitant celle-ci à prendre la route et rejoindre le gouvernement du Zaïre. La population du nord-ouest obéit et une masse de près d'1 million des Rwandais traversèrent la frontière rwando-zaïroise du Nord Kivu entre le 14 et le 18 juillet 1994. Leur nombre a été estimé à plus de 850 000 personnes. Quand les FPR dirigea ensuite son offensive vers le sud-ouest et se heurta à la zone de sécurité instaurée par la France dans le cadre de l'opération turquoise, les FPR durent arrêter son avancée ou son avance. Quand les FPR ont fini par conquérir les centres, donc la capitale Kigali, ont poussé les Rwandais du côté du sud-ouest du Rwanda, donc à la frontière avec la RDC, après que Kagame ait constaté que les militaires, et donc les militaires de l'armée rwandaise ont permis à plus de 850 Rwandais de traverser la frontière pour arriver au Zaïre, Kagame s'en est arrêté là et il ne pouvait plus continuer parce que l'essentiel a été fait. Ces milliers de Rwandais qui ont fui pour le Congo ont été en réalité la mission qui ne faisait que débuter. Parce que quand les milices de Kagame sont arrivés au niveau de la frontière, ils n'ont pas seulement rencontré des militaires rwandais, mais ils ont aussi rencontré les militaires français qui étaient venus dans le cadre de l'opération turquoise. On estime que durant cette opération, quelques 600 000 Rwandais traversèrent la frontière du sud Kivu. Donc 850 000 du côté du nord Kivu et 600 000 du côté du sud Kivu. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, quand vous leur dites que vous êtes des Rwandais, ils disent qu'ils sont des Banyamulenge ou ils sont tout ce qu'ils veulent. Au vu des chiffres présentés ici, il est clair que la question de l'exode massif des populations vers les Zaïre est inséparable de la conquête du pouvoir au Rwanda et d'une stratégie militaire visant l'occupation du Congo-Zaïre. L'argument qui consiste à dire que ce sont les membres du gouvernement rwandais en fuite qui incitèrent la population à se réfugier au Zaïre est inconsistant car il ignore complètement la pression militaire des troupes du FPR sur cette même population. Il est incontestable que la méthode et le moyen utilisés par Paul Kagame et ses hommes visent d'une part le massacre de la majorité des populations civiles rwandaises qui tombaient entre leurs mains et d'autre part l'expulsion de la population hutu majoritaire au Rwanda en la forçant à prendre le chemin de l'exil du Congo Zaïre. On est donc bien en face d'une invasion masquée où Kagame se sert des réfugiés Hutus pour prendre pied au Zaïre. Ça, c'est très important. C'est une atteinte flagrante à la souveraineté du Zaïre sans y déployer des troupes au départ. Cette méthode consiste à agir sur les territoires zaïrois sans attirer l'attention des dirigeants zaïrois ni même celle des pays africains ou celle des observateurs étrangers. Autrement dit, l'arrivée massive des réfugiés rwandais au Zaïre ne peut à elle seule permettre de soupçonner Paul Kagame ni ses troupes de vouloir conduire une action militaire contre le Zaïre. Pourtant, ce sera bien le cas. Pour saisir cette réalité, ce n'est pas au Zaïre ou à partir du Zaïre qu'il faut observer les choses, mais à partir du Rwanda. La pression militaire exercée à la fois contre l'armée gouvernementale Hutu en débâcle, mais aussi surtout contre les civils, indique avec précision que l'objectif des rebelles militaires Tutsis était de continuer à massacrer les populations en fuite à l'est du Zaïre. C'est exactement ce que deux chercheurs américains, Alan Stam et Christian Davenport, ont découvert en réalisant à partir de données spatio-temporelles les cartes des simulations mettant en relation la pression du FPR soutenu par l'armée patriotique rwandaise et les déplacements de la population civile.
Donc, pour comprendre, c'est dont on en a ici, pour comprendre ce qui s'est passé en cette époque-là, il ne faut pas regarder du côté du Zaïre, parce que du côté du Zaïre, vous ne verrez que des réfugiés. Mais si vous regardez du côté du Rwanda, vous comprendrez que c'est Kagame qui pousse ces gens-là à quitter leur pays. Parmi ces réfugiés-là, il y a aussi des Tutsis qu'il a incrustés, des militaires Tutsis qu'il a incrustés, pour qu'au finish, qu'ils arrivent à l'est du Congo. Et une fois à l'est du Congo, ce sont ces mêmes militaires Tutsis incrustés au sein des Hutus qui commenceront à tuer les Hutus. Et comme ça, Kagame viendra pour dire que non, nous venons pour neutraliser les génocidaires qui ont fui à l'est du Congo. Mais en réalité, l'initiative était de prendre l'est du Zaïre à l'époque et de renverser le pouvoir des Mobutu. Il y a néanmoins un volet très important qui a échappé à ces chercheurs, mais qui révèle essentiellement de la géopolitique. C'est l'invasion du Zaïre par les canaux des réfugiés à partir de cette même pression militaire. L'analyse du mouvement des troupes du FPR révèle qu'en plus de l'augmentation de massacres en 1994, l'invasion du Zaïre fait aussi partie de ses objectifs politiques. Une carte de la direction du renseignement militaire français du 2 mai de 1994, classée confidentielle défense, montre d'ailleurs à quelle vitesse s'opère la progression des rebelles des FPR en direction de la frontière Congo-Zaïre. Deux autres cartes datées du 15 et du 19 mai 1994 montrent également comment les troupes du FPR venant de l'Est et du Sud-Est du Rwanda poussent massivement les populations vers l'Est du Congo-Zaïre. L'objectif qui consiste à envoyer toutes ces populations en exil forcé est d'une part de régler des problèmes politiques au Rwanda en supprimant la majorité de l'opposition Hutu et d'autre part de déverser ces personnes sur les territoires congolais que Paul Kagame se prépare à envahir militairement. Cette dimension n'a pas été jusque-là suffisamment prise en compte car beaucoup ne voyaient pas le lien entre la conquête militaire du pouvoir au Rwanda et l'invasion du Zaïre. Ça, c'est très important parce que ça a encore de l'incident sur ce qui se passe à l'est de notre pays. Aujourd'hui, il y a autant de militaires qui arrivent, autant de militaires des différents pays qui viennent dans les cadres des coopérations militaires avec la RDC. Tout ceci peut se dessiner en un vrai problème dans les jours qui viennent. Pourquoi ? Parce que, par exemple, les gens de l'EAC, les militaires de la communauté est-africaine, qu'on appelle EAC, tout ça, ils étaient venus, ils n'ont rien fait pendant un an. Et aujourd'hui, parmi ceux qui soutiennent le M23, vous trouverez aussi certains militaires kenyans, sud-soudanais, qui sont aussi là-bas. Donc, en réalité, quand vous voyez les militaires venir, soi-disant pour vous aider, ils viennent pour inspecter, pour faire des études des milieux et s'assurer qu'ils connaissent suffisamment cette partie du pays. Comme ça, ils vont facilement se transformer en groupe armé ou en pierre d'achoppement pour l'État congolais. Donc, il faut veiller à ça. Il faut en tout cas s'assurer que ces gens-là qui viennent, ils viennent juste en appui aux forces armées et non en mission d'observation ou d'études des milieux, pourvu qu'ils ne constituent pas un obstacle au retour de la paix effective dans l'Est de notre pays dans les jours qui viennent. Je vais continuer avec la lecture, même s'il nous reste une minute simplement. Continuez à vous abonner sur Chancela Tchala News. Continuez à liker nos émissions et à partager ces moments d'histoire avec tous ceux qui ne les savent pas. Cette dimension n'a pas été jusque-là suffisamment prise en compte car beaucoup ne voyaient pas le lien entre la conquête militaire du pouvoir au Rwanda et l'invasion du Zaïre. Si peu de chercheurs ont perçu que la conquête militaire du Rwanda était liée à la conquête du Zaïre ou que cette dernière était le prolongement de la première, c'est précisément parce que tous les regards se sont portés uniquement sur les massacres de quelques Tutsis. Ainsi, pour mieux dissimuler leur plan d'invasion du Zaïre, les nouveaux maîtres du Rwanda vont d'abord soutenir que les génocidaires Hutus ont fui le Rwanda avec l'aide de la France pour se réfugier avec armes et bagages au Zaïre. Écoutez bien ce qui se passe. Ensuite, ils vont prétendre qu'il faudrait les déloger et les arrêter. Donc, les déloger de l'Est et du Zaïre et les arrêter. C'est ça qui justifie la présence permanente de Kagame et de ses troupes sur le sol congolais depuis toutes ces années. Alors,
pour qu'ils ne reviennent pas nuire à la sécurité du Rwanda. Il faut les déloger, les arrêter pour qu'ils ne reviennent pas nuire à la sécurité du Rwanda. Cette supercherie a parfaitement fonctionné puisque les autorités zaïroises ont naïvement cherché pendant plusieurs mois toutes les solutions possibles pour neutraliser les génocidaires sur leur sol alors qu'elles étaient simplement en face du début de l'exécution du plan d'invasion de leur pays par le régime de Paul Kagame. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que les 15 minutes ont déjà été épuisées par nous. Donc retenez cela, partagez ces informations autour de vous pourvu que tout le monde puisse être informé de la situation. J'espère que cette lecture vous a permis d'avoir une idée claire sur la suite logique de la situation à l'est de notre pays et de l'historique de ce qui se passe et continuer à partager ces informations avec votre entourage. Nous devons pouvoir apprendre au quotidien et posséder suffisamment d'informations sur ce qui se passe à l'est du Congo, ce qui a déclenché ce qui se passe et pouvoir nous apprêter à y mettre fin une bonne fois pour toutes. Laissez en commentaire vos points de vue, laissez en commentaire vos connaissances à vous également au sujet de ce qui s'est passé et on va continuer à se partager des informations pour la meilleure lumière de tous les Congolais. Merci et à la prochaine.